Les députés du parti HVM et les députés pro-régime ne sont pas venus assister à la commission plénière qui a eu lieu aujourd'hui au palais de Timbazaz, une réunion à laquelle la société civile a pourtant participé. Le Premier ministre a déclaré hier, lors de la commission plénière au palais de Timbazaz, que l'élaboration de ce projet de loi relative aux prochaines élections a été faite dans une totale transparence et que l'avis de toutes les parties a été pris en compte. Une affirmation que les membres de la commission consultative réfutent. Le président philippin retire son pays de la Cour pénale internationale. Sa décision intervient alors que l'institution basée à La Haye se penche en ce moment sur la politique meurtrière menée contre la drogue. Depuis 2 ans, près de 4000 usagers et trafiquants de drogue ont été tués par la police philippine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur Cool TV. Nous ouvrons l'édition du journal ce soir avec l'actualité politique. Les députés du parti HVM et les députés pro-régime ne sont pas venus assister à la commission plénière qui a eu lieu aujourd'hui au palais de Timbazaz. Une réunion à laquelle la société civile a pourtant participé. Les détails en images dans ce reportage de Andra Arson. Seulement 14 députés ont assisté à la commission plénière qui a eu lieu au palais de Timbazaz ce jour. Une rencontre au cours de laquelle les membres de la Chambre basse et les membres de la société civile étaient censés examiner les textes relatifs aux prochaines élections. Les journalistes de Cool TV FM ont tenté d'obtenir des informations sur la raison de l'absence de ces membres de la Chambre basse et ont appris qu'ils ont été convoqués ailleurs, un nouvel affront à la loi en vigueur. C'est au palais de Timbazaz que les députés doivent se réunir lors des sessions parlementaires et non au DLC Anous, ni au palais de Maazoariv, ni au palais Diavlou, ni au palais d'Ambutsrouch, ni dans un hôtel. Les réunions de parlementaires qui n'ont pas lieu à l'Assemblée nationale et qui attirent pourtant les députés durant les sessions parlementaires peuvent être traduits comme cachant une pression d'ordre monétaire ou autre. Rappelons que, sauf changement à la dernière minute, cette rencontre avec la société civile a été la dernière de cette session où des membres autres que ceux du Parlement peuvent assister pour l'examen des projets de loi électoraux, d'après l'ordre du jour publié le 10 mars dernier. La prochaine étape concernant ces textes aura lieu le 20 mars prochain, date fixée pour leur adoption. Jusqu'ici, aucun débat démocratique concernant ces textes n'a encore eu lieu. Comme annoncé précédemment dans les titres, le Premier ministre a déclaré hier, lors de la commission plénière au palais de Timbazaz, que l'élaboration de ces projets de loi relatifs aux prochaines élections a été faite dans une totale transparence et que l'avis de toutes les parties a été pris en compte. Une affirmation que les membres de la commission consultative réfutent. Détail dans ce reportage de Andra Arson. Le Premier ministre a tenté de vanter les mérites des projets de loi relatifs aux prochaines élections hier, lors de la commission plénière qui s'est finalement transformée en séance plénière au palais de Timbazaz. L'un des objectifs fixés lors de l'élaboration de ces projets de loi est l'obtention d'une législation de qualité. En tant que législation de qualité, ces lois sont donc conformes à la Constitution, inclusives et visent la pérennité de l'ordre et de la paix au sein du pays, parce qu'elles ne servent pas les intérêts d'une minorité, mais plutôt l'intérêt de la nation tout entière. Des déclarations que Yves Ramarzone, un membre de la commission consultative, réfute, puisque pour lui, ces textes reflètent un recul et le gouvernement n'a fait preuve d'aucune transparence au cours de leur élaboration. J'ose dire que cet avant-projet du code électoral reflète un recul parce qu'en premier lieu, l'utilisation d'un bulletin unique est un acquis démocratique, alors que dans ces textes, il est inscrit que lors du deuxième tour, il est possible d'utiliser des bulletins individuels de vote si besoin est. Pour moi, cela marque un recul. Ensuite, avant l'élaboration de ces textes, le gouvernement a consulté la société civile et d'autres organisations, alors que je suis sûr que les avis de ces acteurs politiques n'ont même pas été pris en compte. Donc pour moi,
C'est loin d'être une élaboration transparente. Les citoyens exigent qu'il y ait un véritable débat démocratique avant l'adoption de ces 3 textes relatifs aux prochaines élections, afin que ces projets de loi ne soient pas adoptés de façon expéditive, comme à l'habitude de la Chambre basse. Toujours dans l'actualité politique, aujourd'hui nous aborderons l'article 126 du projet de loi organique relatif au régime général des élections et des référendums, un article qui traite du bureau électoral. Reportage Andra Arson. Le second paragraphe de l'article 126 du projet de loi organique relatif au régime général des élections et des référendums dispose que les membres du bureau électoral doivent être des électeurs sachant lire et écrire, inscrits sur la liste électorale du Fuktan. Et pourtant, dans le 3e paragraphe, il est inscrit que dans le cas où il n'existe aucun électeur sachant lire et écrire, dans le ressort d'un bureau de vote, le démembrement de la Commission électorale nationale indépendante au niveau du district désigne, sur proposition du démembrement de la Commission électorale nationale indépendante au niveau de la commune, des électeurs remplissant les conditions sus-énumérées, résidant dans un autre Fuktan du ressort de la commune de rattachement du bureau de vote concerné pour assurer les fonctionnements de membres de bureau électoral. Cet article amène à se demander comment il est possible de mettre en place la liste électorale dans un Fuktan si aucun habitant de ce quartier ne sait ni lire ni écrire. Dans cette situation, qui aurait de ce fait procédé à l'élaboration de cette liste électorale? Ce 3e paragraphe de l'article 126 du projet de loi organique relatif au régime général des élections et des référendums reflète les failles des textes de loi qui sont censés former le prochain code électoral. Sur un tout autre sujet, le président de l'Inde, accompagné d'une importante délégation, a atterri à l'aéroport d'Ivat ce matin à 10h pour une visite officielle à Madagascar. Une rencontre a ensuite eu lieu entre le chef d'État malgache et son homologue indien au palais d'Yavlou. Au cours de l'après-midi, ce président de l'Inde a inauguré le centre géo-informatique appliqué au développement rural à Nansan et demain, il assistera au Business Forum Madagascar-Inde au Carlton à Noussi. Avant son départ, il tiendra une conférence à l'université d'Ankatsu. Sur le plan économique, la compagnie aérienne Corsair a finalement décidé de suspendre son droit de trafic sur la ligne Antananarive-La Réunion. Cette compagnie française a fait savoir à ses passagers sur le vol du 25 mars reliant Antananarive à Saint-Denis, par le biais d'un email, l'annulation du vol et du remboursement des frais. Toutefois, aucune déclaration officielle ni communiqué n'a été publié pour le moment concernant cette décision. Rappelons que l'État malgache a exigé cet arrêt depuis novembre 2017, accusant la compagnie Corsair de faire du dumping. Avant de passer aux nouvelles à l'international, une délégation du Fonds monétaire international est actuellement de passage à Madagascar pour un séjour qui durera jusqu'au 28 mars prochain. Il s'agit d'une visite pour une évaluation de l'évolution du système économique, notamment de la croissance et de la stabilité macroéconomique, afin de pouvoir débloquer la prochaine tranche de la facilité élargie de crédit, qui s'élève en tout à 174,1 millions de dollars. Rappelons que le dernier déblocage a été fait en décembre dernier à raison de 44,5 millions de dollars. Passons maintenant aux nouvelles à l'international. Le président philippin retire son pays de la Cour pénale internationale. Sa décision intervient alors que l'institution basée à La Haye se penche en ce moment sur la politique meurtrière menée contre la drogue. Depuis 2 ans, près de 4000 usagers et trafiquants de drogue ont été tués par la police philippine. Suivons ensemble ce reportage de France 24. Rodrigo Duterte, avec sa guerre anti-drogue, est accusé d'encourager, voire d'orchestrer à grande échelle. Cette décision survient 1 mois après l'annonce par la Cour pénale internationale d'ouvrir un examen préliminaire au sujet de ces tueries extrajudiciaires. L'examen préliminaire, c'est ce qui permet ensuite d'ouvrir une enquête officielle. Alors évidemment, tout cela déplaît fortement au pouvoir philippin. Le climat s'est tendu ces derniers jours après la déclaration notamment du haut-commissaire aux droits de l'homme qui a émis des doutes sur la santé mentale du président philippin Rodrigo Duterte. Une déclaration aussitôt condamnée par les Philippines qui considèrent cela comme un manque de respect. Alors depuis l'arrivée au pouvoir de Rodrigo Duterte, les relations se sont dégradées avec les Nations Unies. On se souvient des échanges vifs, par exemple entre Rodrigo Duterte et la rapporteuse chargée des tueries extrajudiciaires, Agnès Calamard, d'origine française. Rodrigo Duterte accuse les Nations Unies d'ingérence
et de servir les intérêts de quelques pays seulement au détriment des autres. Rodrigo Duterte aujourd'hui affirme que sa décision est à effet immédiat, mais selon le statut de Rome, le texte qui régit la Cour pénale internationale, il est possible de se retirer à une seule condition, adresser une lettre aux Nations Unies qui rend le départ effectif seulement 1 an après. Par ailleurs, ce retrait ne décharge pas l'État de son obligation de coopérer avec la Cour pénale internationale pour les enquêtes en cours. De son côté, Rodrigo Duterte affirme, lui, que le statut de Rome ne s'applique pas dans ce cas précis. La mort du célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking à l'âge de 76 ans. Atteint d'une maladie neurodégénérative, il était cloué dans un fauteuil depuis des années. Il aurait consacré sa vie à percer les secrets de l'univers. Les détails dans ce reportage de France 24. Pour quelques instants, dans un simulateur, Stephen Hawking avait pu toucher son rêve du doigt et se libérer de son corps. Sa maladie lui avait fait perdre tout espoir d'aller dans l'espace. L'astrophysicien mort à l'âge de 76 ans était l'un des scientifiques les plus populaires de sa génération. Dans les années 70, à la suite d'Einstein, il démontre la réalité du Big Bang et celle de son origine, les fameux trous noirs. C'est vers l'âge de 30 ans, alors qu'il est encore étudiant-chercheur à Cambridge, que les premiers symptômes de sa maladie se déclarent. Selon les médecins, il n'a plus que quelques années à vivre. Avant ma maladie, je m'ennuyais dans la vie. Mais peu après ma sortie de l'hôpital, j'ai rêvé que j'allais être exécuté. J'ai réalisé que j'avais des choses à accomplir si jamais je vivais plus longtemps. En 1985, il perd l'usage de la parole lors d'une trachéotomie. C'est à partir de ce moment qu'il s'exprimera avec cette fameuse voix de robot grâce à un ordinateur et un synthétiseur vocal. Partisan de la science pour tous, il écrira un des plus grands ouvrages de vulgarisation scientifique, Une brève histoire du temps. Stephen Hawking était aussi un homme engagé dans son époque. Actif sur les réseaux sociaux, il a milité contre le Brexit qu'il considère comme une source d'appauvrissement pour la recherche scientifique britannique. Acteur de la lutte contre le réchauffement climatique, il n'hésitait pas à fustiger Donald Trump pour son retrait de l'accord de Paris. Un de ses derniers engagements fut celui du contrôle de l'intelligence artificielle. Dans une lettre ouverte, il a appelé les chercheurs à réfléchir aux implications de leurs techniques appliquées au domaine militaire. Connu pour son sens de l'humour et de la dérision, Stephen Hawking n'hésitait pas à apparaître dans de nombreuses fictions. Grand fan de Star Trek, il avait participé à un épisode. Récemment, il jouait son propre rôle dans la série The Big Bang Theory, de quoi faire de lui une icône de la culture populaire. Son dernier projet était à son image, hors norme. Il pilotait un programme pour détecter une éventuelle intelligence extraterrestre. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Les députés du parti HVM et les députés pro-régime ne sont pas venus assister à la commission plénière qui a eu lieu aujourd'hui au palais de Timbazaz, une réunion à laquelle la société civile a pourtant participé. Le Premier ministre a déclaré hier, lors de la commission plénière au palais de Timbazaz, que l'élaboration de ce projet de loi relative aux prochaines élections a été faite dans une totale transparence et que l'avis de toutes les parties a été pris en compte, une affirmation que les membres de la commission consultative réfutent. Et enfin, le président philippin retire son pays de la Cour pénale internationale. Sa décision intervient alors que l'institution basée à La Haye se penche en ce moment sur la politique meurtrière menée contre la drogue. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de notre chaîne.